La direction de Pokrovsk demeure l'un des secteurs clés de l'opération militaire spéciale. Les forces russes progressent lentement mais sûrement, libérant des localités, repoussant les troupes ukrainiennes et créant les conditions d'une offensive ultérieure. Pourtant, parallèlement aux annonces de succès diffusées sur les chaînes Telegram des correspondants militaires, apparaissent des publications d'une toute autre nature, bien plus inquiétantes. Il s'agit de colonnes de l'infanterie navale russe anéanties, de matériel détruit, d'équipages et de parachutistes tués. Ces 2 derniers mois, les correspondants de guerre ont recensé au moins 3 importantes colonnes mécanisées pulvérisées par les forces ukrainiennes dans ce qu'on appelle une kill zone, un espace battu par les drones, miné et contrôlé par l'artillerie adverse. 3 colonnes en 2 mois. Le même secteur du front, le même commandant, la même tactique et le même résultat tragique. Les sources ukrainiennes publient des vidéos montrant du matériel russe détruit. Les parrains occidentaux de Kiev obtiennent une nouvelle confirmation de l'efficacité de leurs investissements dans les systèmes de drones, et les correspondants militaires russes critiquent ouvertement ce qu'ils qualifient d'académisme sclérosé du commandement. On parle de méthodes de guerre dépassées, de plans élaborés à partir de manuels vieux de plusieurs décennies, d'une incapacité à s'adapter aux réalités d'un conflit moderne où l'emploi massif de drones a transformé la nature même des combats. 3 fils conducteurs traversent cette analyse. Le premier est tactique. Pourquoi des colonnes mécanisées tombent-elles systématiquement dans la kill zone, perdant matériel et hommes? Le deuxième concerne les ressources humaines. Comment se fait-il qu'un général, auparavant relevé de ses fonctions précisément en raison de lourdes pertes, selon les blogueurs militaires, soit revenu au front? Le troisième est systémique. Une critique de la formation militaire et des critères de sélection des commandants qui devraient mener la guerre en fonction de la situation réelle et non selon des schémas abstraits. Et la question centrale que soulèvent toutes les publications des correspondants de guerre. Comment se fait-il que les leçons payées du prix de la vie de soldats russes ne soient pas retenues et que les mêmes erreurs se répètent encore et encore, comme si le commandement ne voyait aucun lien entre ces décisions et les conséquences tragiques sur le terrain? Le 22 décembre, le correspondant militaire Andrei Filatov a publié un avertissement alarmant. Il a écrit que la partie ukrainienne allait bientôt diffuser une vidéo montrant un nouvel anéantissement d'un assaut mécanisé de l'infanterie navale russe dans la direction de Pokrovsk. Filatov a raconté les détails d'une opération qui s'est soldée par une catastrophe. Le plan d'offensive initial misait sur des conditions totalement différentes, sur le brouillard, sur une faible visibilité, sur la possibilité d'approcher discrètement les positions ukrainiennes et de frapper avant que l'adversaire n'ait le temps de réagir. Mais au dernier moment, la météo a changé. Le brouillard s'est dissipé, la visibilité s'est améliorée, et ce qui devait être une opération furtive s'est transformé en déplacement de colonnes à découvert sur un terrain battu. Malgré cela, le plan d'offensive approuvé n'a pas été annulé. Les colonnes se sont mises en marche comme si les conditions météorologiques étaient restées inchangées. Qui plus est, selon les correspondants de guerre, les postes de brouillage des drones FPV ont été retirés, soit parce qu'on les jugeait superflus, soit selon une logique incompréhensible. Les équipes de guerre électronique n'étaient pas prêtes à contrer activement les drones ukrainiens. Les colonnes avançaient sans couverture appropriée, sans neutralisation des systèmes de surveillance et de tir ukrainiens, sans maîtrise des moyens de guerre électronique adverses. Ce qui s'est passé ensuite était facile à prévoir. Les opérateurs de drones ukrainiens ont eu une cible parfaite. Les drones lourds de type ISH Quat 6 or que les troupes appellent Quat 7R ont frappé le matériel concentré sur un même secteur. L'artillerie et les systèmes de lance-roquettes multiples ont achevé les restes de la colonne. Le matériel russe s'est retrouvé coupé des forces principales, privé de capacité de manœuvre à cause des champs de mines et des fossés anti-chars, sans le moindre effet de surprise. Filatov a posé la question qui reste en suspens sans réponse. Qui, et à quel niveau, a décidé de ne pas modifier le plan lorsque les conditions ont changé? Qui a décidé qu'on pouvait lancer les colonnes à l'attaque sans brouillard, sans protection contre les drones, sans neutralisation des équipes ukrainiennes? Et surtout, pourquoi cette personne continue-t-elle à prendre des décisions dont dépendent les vies de soldats russes? Le correspondant militaire Semyon Romanov a publié une évaluation des pertes basée sur les vidéos apparues côté ukrainien. Selon ces données, on peut distinguer sur les images des chars détruits jusqu'à 6 unités.
des véhicules de combat d'infanterie jusqu'à 9 véhicules, des transports de troupes blindés jusqu'à 5 unités, un véhicule blindé de dépannage et d'évacuation, jusqu'à 10 quads utilisés pour acheminer rapidement le personnel et évacuer les blessés. Ces chiffres ne représentent pas simplement des pertes matérielles. C'est la perte d'équipage, de groupes d'assaut, de chefs de section et de pelotons, de transmetteurs, de mécaniciens conducteurs, de tireurs opérateurs. Ce sont des hommes qu'on a formés, instruits, équipés, qui ont suivi une préparation et ont été envoyés au front avec l'espoir que leur vie ne serait pas gaspillée inutilement. Un tel désastre pour un seul secteur en une seule opération, c'est une catastrophe non seulement tactique, mais aussi morale. Lorsque la partie ukrainienne publie des vidéos montrant des dizaines de véhicules russes calcinés, ce n'est pas simplement du matériel de propagande. C'est un coup porté au moral des militaires russes qui voient mourir leurs camarades et se demandent « Aurait-il pu en être autrement ?» C'est une démonstration aux parrains occidentaux de Kiev que leurs investissements dans les systèmes de drones sont largement rentabilisés. C'est un signal à la communauté internationale que l'Ukraine est capable d'infliger des coups sensibles aux troupes russes. Et c'est un rappel amer au commandement de l'armée russe que les anciennes méthodes de guerre ne fonctionnent plus. Combien de fois encore les militaires russes sont-ils prêts à payer un tel prix pour tenter de prendre des localités par des assauts frontaux en colonne? Combien de vidéos montrant du matériel détruit la partie ukrainienne devra-t-elle encore publier avant que la tactique ne change? Ces questions résonnent dans chaque publication des correspondants de guerre et elles demeurent sans réponse. La figure du général de division Soukrab Akhmedov mérite une attention particulière. Selon les correspondants militaires, des informations non confirmées officiellement, mais largement discutées sur les blogs militaires, Akhmedov commandait auparavant la 155e brigade d'infanterie navale et a été relevé de ses fonctions en mai 2024. La raison de cette éviction? De lourdes pertes lors des assauts sur Pavlovka et Ougledar en 2022 à 2023. Le correspondant militaire Yuri Podoliaka avait alors écrit explicitement qu'il se réjouissait du limogeage d'Akhmedov, car c'est précisément du secteur du front qu'il commandait que provenait un nombre considérable de vidéos ukrainiennes montrant des colonnes russes détruites. Podoliaka qualifiait ces attaques de complètement stupides et notait que la partie ukrainienne savait parfaitement où se trouvait le maillon faible des troupes russes. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Akhmedov, selon Romanov, est revenu au front et a reçu encore plus de pouvoir. Il a formé une colonne à partir de plusieurs unités d'infanterie navale comptant environ 30 véhicules et les a envoyés à l'attaque, qui s'est soldée par un désastre. Les blogueurs militaires ont accueilli cette nouvelle avec stupéfaction et colère. Comment se fait-il qu'un commandant dont le style de commandement a déjà entraîné de lourdes pertes reçoive une nouvelle affectation et de nouvelles occasions de répéter les mêmes erreurs? Comment se fait-il que le système ne tire aucune leçon? Le retour d'Akhmedov au front met en danger la vie de nouveaux soldats placés sous ses ordres. Ces hommes ne sont pas responsables du fait que le commandement leur a choisi un général avec un tel bilan. Ils exécutent les ordres, partent à l'assaut, risquent leur vie et meurent à cause de décisions tactiques qui ont déjà prouvé leur inefficacité. Qui, et sur quelle base, prend les décisions de nommer de tels commandants? Pourquoi l'expérience amère des opérations passées n'est-elle pas prise en compte? Pourquoi les vies des militaires russes valent-elles moins que les trajectoires de carrière des généraux? La mémoire du général de division, Mikhail Evgenievitch Gudkov, 2 fois héros de Russie, commandant de la 155e brigade d'infanterie navale, tué le 2 juillet 2024 lors d'une frappe de missiles ukrainiens, contraste avec l'histoire d'Akhmedov. Gudkov, selon les correspondants militaires, savait organiser les offensives d'une toute autre manière. Il ne lançait pas les colonnes dans des attaques frontales. Il utilisait de petits groupes de combattants, des approches furtives, une accumulation dispersée de forces avant le coup décisif. Sous son commandement, la 155e brigade a démontré une grande efficacité lors de combats acharnés, notamment lors de l'offensive sur Pokrovsk et de la libération de la région de Koursk des groupes de reconnaissance et de sabotage ukrainiens. Le président russe Vladimir Poutine a personnellement souligné le professionnalisme de Gudkov, et après sa mort, la 55e division de fusiliers marins de la Garde a été reconstituée sur la base de la brigade et a reçu le nom du 2 fois héros de Russie M.I. Gudkov. La différence de style de commandement est évidente. Gudkov
C'est la tactique des petits groupes, la surprise, la flexibilité de planification, l'adaptation constante à l'évolution de la situation. Akhmedov, selon les correspondants de guerre, c'est les colonnes, les attaques frontales, le respect rigide du plan approuvé même lorsque les conditions changent. Gudkov économisait la vie de ses hommes. Akhmedov, à en juger par les résultats, ne le fait pas. Les correspondants de guerre posent directement la question. Pourquoi l'expérience de Gudkov n'est-elle pas devenue la norme pour toute l'infanterie navale? Pourquoi ces méthodes ne sont-elles pas étudiées dans les académies militaires comme un modèle de tactique moderne? Pourquoi, au lieu de reproduire un modèle réussi, le système renvoie-t-il au front des commandants dont l'approche a déjà démontré son échec? La critique de l'académisme, si souvent exprimée par les correspondants militaires, vise les commandants qui mènent la guerre selon des manuels écrits à une autre époque. On parle de plans élaborés avant que l'emploi massif de drones n'ait transformé la nature même de la guerre. Autrefois, une colonne mécanisée pouvait percer grâce à la vitesse, au blindage et à la puissance de feu. Les chars et les véhicules de combat d'infanterie avançaient rapidement, écrasèrent la résistance par le feu de leurs canons et mitrailleuses, atteignaient les positions adverses et s'y consolidaient. Cela fonctionnait en Tchétchénie, en Géorgie, au début de l'opération militaire spéciale. Mais aujourd'hui, la guerre a changé. N'importe quelle colonne est visible depuis les airs à des kilomètres grâce aux drones de reconnaissance. N'importe quel arrêt devient une cible pour les drones FPV qui piquent sur le matériel et le détruisent avec des charges à effet dirigé. N'importe quelle concentration de véhicules devient une zone de frappe pour les drones lourds type POI-Quat 10 qui larguent des munitions en altitude ou pour l'artillerie et les systèmes de lance-roquettes multiples guidés sur cible grâce aux données des drones. Dans les conditions actuelles, le succès dépend de facteurs totalement différents. Neutraliser les équipes de drones ukrainiennes avant le début de l'opération. Mener la contre-batterie en profondeur pour mettre hors d'état l'artillerie et les lance-roquettes ukrainiens. Assurer le fonctionnement coordonné des moyens de guerre électroniques qui brouillent les canaux de contrôle des drones. Reconnaître le terrain et les positions adverses. Et surtout, la flexibilité de planification, la capacité de modifier le plan si les conditions ne correspondent pas aux prévisions. Les commandants qui ne comprennent pas cela et tentent de faire la guerre, Quat 11, condamnent leurs subordonnés à de lourdes pertes. Ils envoient des colonnes à l'attaque sans couverture, sans neutralisation des systèmes adverses, sans adaptation à la situation réelle, et subissent un désastre. Les correspondants de guerre posent la question: à quelle vitesse le système de formation militaire et de politique du personnel peut-il s'adapter à cette nouvelle réalité? Combien de vies faut-il perdre avant que les manuels soient réécrits et que les académies commencent à former des commandants capables de faire la guerre à l'ère des drones? La géographie du secteur de Dobropilia le rend particulièrement dangereux pour les colonnes mécanisées. Le front y forme un croissant allongé et les équipes de drones ukrainiennes positionnées au nord de Mirnograd et de Pokrovsk peuvent frapper jusqu'à 20 ou 30 km en profondeur depuis la ligne de contact. Cela signifie que les colonnes russes se retrouvent sous le feu des drones bien avant d'atteindre la ligne de front. La manœuvre y est entravée par des rivières sans pont, des fossés anti-chars, des champs de mines et un relief majoritairement plat. Les colonnes sont contraintes d'emprunter des itinéraires prévisibles car il n'en existe tout simplement pas d'autres. N'importe quel véhicule immobilisé près d'une rivière ou d'un fossé anti-char bloque le passage aux autres, transformant la colonne en cible stationnaire. Même par temps clair avec une légère brume, les caméras thermiques ukrainiennes détectent le mouvement des véhicules. La discrétion et la ruse militaire sont pratiquement impossibles dans de telles conditions. La seule tactique qui fonctionne sur le secteur de Dobropilia, c'est l'action par petits groupes, l'accumulation progressive de forces avant le coup décisif, en évitant de concentrer le matériel sur un seul secteur. C'est ainsi que combattait Gudkov, et c'est pourquoi sa brigade obtenait des succès. Mais les colonnes qui partent systématiquement à l'attaque sous Akhmedov ignorent cette logique. Elles se déplacent en groupes compacts, sur des itinéraires prévisibles, en conditions de bonne visibilité, et deviennent des proies faciles pour les drones ukrainiens. Les correspondants de guerre posent la question: le commandement comprend-il les particularités de ce secteur, ou continue-t-il d'agir comme s'il combattait dans des conditions totalement différentes? Voit-il le lien entre la géographie et la tactique, ou considère-t-il que n'importe quel plan peut être réalisé à condition d'y consacrer suffisamment d'hommes et de matériel?
Une amère ironie résonne dans les publications des correspondants militaires qui tentent d'attirer l'attention sur le problème. Yuri Podoliaka a écrit, quote 12. Derrière ces mots, la compréhension de l'absurdité de la situation. La partie ukrainienne sait parfaitement où se trouvent les commandants faibles et les tactiques dépassées des troupes russes. Les services de renseignement ukrainiens voient de quel secteur du front partent constamment des colonnes faciles à détruire. Les opérateurs de drones ukrainiens savent où s'attendre à la prochaine quote 13. Mais au sein du système russe, cette information est soit étouffée, soit n'atteint pas ceux qui peuvent changer les choses. Les correspondants de guerre tentent d'alerter la société et le commandement, mais le font avec amertume, conscients que leurs voix sont souvent ignorées. Podoliaka a proposé une sorte de quote 14. Allez sur les chaînes Telegram ukrainiennes et regardez de quel secteur du front proviennent régulièrement les vidéos montrant des colonnes russes détruites. Là où ces vidéos sont nombreuses, le commandement a clairement besoin d'être remplacé. C'est un critère simple et compréhensible, mais le système ne l'applique pas. Combien d'autres Scott 15 faut-il réussir pour qu'une réaction se produise? Combien d'autres vidéos ukrainiennes montrant du matériel russe calciné doivent-elles apparaître avant que quelqu'un à un haut niveau ne dise « ça suffit, ce commandant n'enverra plus d'hommes à la mort ». Le correspondant militaire Semyon Romanov tente de comprendre pourquoi une troisième colonne d'infanterie navale en quelques mois périt sous le même commandement. Ce n'est plus un échec isolé, pas une coïncidence, pas un concours de circonstances. C'est un problème systémique, une incapacité ou un refus de tirer les leçons de ses propres erreurs. Après la première colonne anéantie, une analyse aurait dû avoir lieu. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi la guerre électronique a-t-elle échoué? Pourquoi la colonne s'est-elle retrouvée sans couverture? Comment éviter que cela se reproduise? Il aurait dû y avoir un ajustement tactique, un renforcement des moyens de guerre électronique, une reconnaissance plus approfondie, une planification plus flexible. Après la deuxième colonne, il aurait dû y avoir une analyse sévère et, peut-être, un changement de commandement. Si un commandant envoie 2 fois des colonnes dans une kill zone et subit 2 fois un désastre, c'est une raison de s'interroger sur sa compétence. Mais une troisième colonne part à l'attaque selon le même scénario. Les mêmes erreurs, la même tactique, le même résultat. Qu'est-ce que cela signifie? Soit le commandement ne reçoit pas de retour d'information d'en bas, les soldats et les jeunes officiers voient les problèmes, mais leurs voix n'atteignent pas les généraux. Soit le commandement reçoit ce retour mais l'ignore, estimant mieux savoir comment faire la guerre. Soit le système de récompense et de sanctions ne fonctionne tout simplement pas. Les commandants incompétents ne sont pas tenus responsables de leurs échecs, donc ils n'ont aucune raison de changer quoi que ce soit. Dans tous les cas, le résultat est le même. Les vies des militaires russes sont gaspillées en vain. Combien de vies vaut une leçon non apprise? 10? 20? 50? Et qui en répondra? L'opinion des militaires eux-mêmes devient de plus en plus tranchante. Le correspondant de guerre Andrei Filatov a écrit « Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du commandement. On retire les postes de brouillage, les colonnes avancent sans couverture. Soit il faut dissoudre les académies, soit il faut changer la sélection dans les académies et ne pas la faire selon le principe du copinage. Qu'il prenne lui-même la tête de la colonne, ce quote 1. » Derrière ces mots, la douleur et la colère de ceux qui voient à mourir leurs camarades à cause de l'incompétence de la hiérarchie. Filatov propose directement au commandant de prendre lui-même la tête de la colonne et de suivre l'itinéraire qu'il a assigné à ses subordonnés. C'est un défi, c'est une accusation de lâcheté et d'irresponsabilité. La critique ne vise pas seulement un commandant en particulier, mais l'ensemble du système de formation et de sélection des cadres. Peut-être que dans les académies militaires, l'avancement se fait par copinage, par relation, selon des critères formels, et non selon les mérites réels et la capacité à s'adapter à la guerre moderne. Peut-être que deviennent généraux, non pas ceux qui savent faire la guerre, mais ceux qui savent s'attirer les bonnes grâces de la hiérarchie. Peut-être que le système encourage non pas l'initiative et la souplesse d'esprit, mais l'obéissance et le respect des instructions. Et tant que cela ne changera pas, les colonnes continueront de brûler et les soldats continueront de mourir. Le système est-il prêt à entendre cette critique? Est-il prêt à reconnaître que le problème existe? Est-il prêt à changer quelque chose? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. 3 colonnes d'infanterie navale en 2 mois. La même tactique, le même commandant.
La critique de Le Code 20, qui ne voit pas la différence entre la guerre selon les manuels et la réalité du champ de bataille. La mémoire du général Goodkoff, qui savait faire la guerre autrement, avec souplesse, de manière moderne, en préservant la vie de ses hommes. La géographie du Quote 21, du saillant de Dobropilia, où les colonnes sont vouées au désastre si on n'applique pas la tactique des petits groupes. L'amère ironie des correspondants militaires qui écrivent Quote 22, AOA, en comprenant parfaitement que la partie ukrainienne connaît tous les problèmes du commandement russe mieux que ce commandement lui-même. L'incapacité systémique à apprendre de ses erreurs, à tirer des leçons, à changer les commandants incompétents. Tout cela compose un tableau unique. Quand les correspondants de guerre sont obligés d'écrire Quote 23. Cela signifie que le système redoute davantage la transparence que la répétition des erreurs. Mais le silence ne sauve pas de vie. Ce qui sauve des vies, c'est l'analyse honnête des échecs, l'éviction des commandants incompétents, l'adaptation aux réalités de la guerre. Ce qui sauve des vies, c'est la volonté de reconnaître que la guerre a changé, que les drones ont tout transformé, que les vieux manuels ne fonctionnent plus. Combien de colonnes supplémentaires devront brûler pour que la Cote 24 cède la place à la tactique de Goodkoff, souple, moderne, soucieuse de la vie des combattants? 3 colonnes en 2 mois. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des noms, des familles, des avis de décès. Ce sont de jeunes gars qui sont venus servir, qui ont suivi une formation, qui ont fait confiance au commandant et sont partis au combat. Ce sont des équipages de chars, des groupes d'assaut de véhicules de combat d'infanterie, des conducteurs de transport blindés qui ont exécuté un ordre et sont morts non pas dans un combat loyal, mais dans une Cote 25, où les a envoyés un commandement incompétent. Et tant que le système n'apprendra pas à écouter les correspondants de guerre qui hurlent « Il faut dissoudre les académies », ces colonnes continueront de brûler encore et encore, et la partie ukrainienne continuera de publier des images de matériel russe calciné avec la même régularité.